Bonjour Vincent. Bonjour Joël, bonjour Christine, bonjour Baudouin, bonjour à toutes et tous. Alors on va donc parler du bilan et du programme du PSDA. Mais avant de rentrer dans le détail, Vincent, la grande nouveauté de ces élections 2024, c'est que maintenant, c'est toi la tête de liste. Oui, et c'est une volonté du bourgmestre qui souhaitait ne plus conduire la liste, mais être le dernier. Et donc j'ai été désigné à la première place et je remercie l'USC et l'ensemble de mes colistiers pour la confiance dont ils me témoignent. Ça change quoi fondamentalement pour toi? Je dirais que on doit s'occuper d'un groupe et fort heureusement le groupe que nous avons est un groupe de personnes extrêmement positives et on forme un bloc et donc c'est pas un challenge trop difficile à relever parce que nous sommes entourés de personnes de bonne composition qui ont la volonté d'avancer, de travailler ensemble et qui tentent, qui expriment leurs idées, mais toujours dans le respect de l'intérêt général et le respect des autres. Pour toi, c'est une nouveauté d'être tête de liste, évidemment, mais cette campagne électorale, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est parti, c'est une campagne un peu chahutée. Oui, voilà. Je pense que il y a eu à un moment donné des tensions, que ces tensions, nous avons organisé une réunion à l'hôtel de ville et cette réunion à l'hôtel de ville a débouché sur un accord. Tout le monde est reparti en disant, nous étions le 19 juillet, tout le monde est parti en disant on continue à travailler main dans la main. Et puis 3 semaines après, 3 semaines après, certaines ont décidé de s'en aller. D'abord en disant on va rester, on va s'écarter, on viendra en 2030. Et puis elles ont décidé de faire une liste, mais je pense que c'est la responsabilité de chacun. Voilà, c'est un choix qu'elles ont fait, mais je veux dire que c'est un peu spécial parce qu'on peut être en désaccord, mais en plus de ça, de faire une liste dissidente, c'est un pas supplémentaire quand même. C'est un pas supplémentaire, mais c'est leur choix, on doit le respecter. Je demande simplement que cette campagne se déroule, je dirais, d'une manière correcte, qu'il n'y ait pas de coups sur la ceinture, parce que c'est pas l'objectif. Je pense que quand on fait de la politique communale, et comme le rappelait Françoise, il faut déjà être extrêmement courageux, Françoise Léonard, il faut être extrêmement courageux pour se mettre sur une liste électorale en fonction de ce que l'on vit sur les réseaux sociaux. Et donc, si en plus on commence à se tirer dans les pattes l'un l'autre, je vois pas l'intérêt. Je trouve que l'important, c'est le programme qu'on veut défendre. L'important, c'est pas nous. L'important, ce sont les Andennais et les Andennaises. L'important, c'est de faire du développement de notre ville un leitmotiv. Et donc, moi je pense qu'il faut travailler sur des projets, défendre ces projets, défendre évidemment, quand on est dans la majorité, ses acquis, et voir vers l'avenir, en se disant qu'on ne doit pas être court-termiste, que l'objectif c'est pas ce qu'on va faire dans Andenne dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, c'est de voir Andenne évoluer et voir Andenne à 20 ans, à 30 ans, 50 ans, même si l'on sait que l'on ne sera plus là. La seule chose, c'est que nous devons offrir aux générations futures, une ville où il fait bon vivre, un endroit où on peut trouver un emploi, où on peut trouver un toit, parce qu'un toit, un emploi sont des choses primordiales de la vie. Ça permet aux personnes de s'épanouir, ça permet aussi aux personnes de vivre en sécurité lorsqu'on a un toit, et donc c'est vers ça qu'on doit tendre, en tenant compte évidemment des enjeux liés à la transition énergétique, aux évolutions climatiques, développer des projets de parcs, des zones ombragées pour permettre aux personnes de se sentir bien, et véritablement c'est le projet que nous tentons de porter. Une dernière chose concernant les incidents qui se sont passés, je crois qu'au niveau du PSDA, on a été réactif assez rapidement parce que une fois les incidents passés, on n'a pas pu constituer quand même une liste complète avec de nouvelles personnes. Oui, mais je pense qu'on doit distinguer dans les personnes qui sont parties, les personnes qui sont parties pour des raisons de divergence de vue.
et par exemple une autre personne comme Jawad Travata qui lui est parti parce que en fait il était au niveau professionnel un peu coincé sous pression. Son papa a 71 ans, son papa souhaite aussi je dirais un peu lâcher du lest au niveau de ses entreprises. C'est Jawad qui emporte la responsabilité, et donc je pense que lui c'était vraiment pas et il l'a exprimé d'ailleurs, c'était pas contre quelqu'un, c'était parce que il ne se sentait pas capable d'assumer les diverses responsabilités qui allaient peut-être l'incomber. Le bourgmestre est derrière toi, hein, il suit attentivement tout ce qu'on dit. Donc le bourgmestre a dit qu'il était encore partant éventuellement pour 3 ans, ça dépend un peu le vote des électeurs, des électrices. Ça veut dire que tu es un peu dans la position du prince Charles qui attend de prendre le trône, et bon, un trône qui, comme la reine Elisabeth, que Claude occupe depuis un certain nombre d'années. Alors non, parce que d'abord j'ai un profond respect pour ce qui a été fait pendant 50 ans ici au niveau de la ville d'Andenne, et donc il n'est pas question de concurrence, c'est l'électeur qui choisira, et si l'électeur choisit Claude Erdekens parce qu'il estime que c'est Claude Erdekens, ben c'est très bien. Si ils choisissent Vincent Sampaoli, ben c'est bien aussi. S'ils choisissent un autre de la liste, toute autre personne de la liste, ben ce sera bien aussi. L'important, c'est que nous remportions les élections, parce que, je le dis encore, l'important, ce n'est pas moi, c'est pas ma petite personne, c'est pas l'un ou l'autre. L'important, c'est l'équipe, c'est le groupe, et c'est de gagner les élections le 13 octobre pour pouvoir poursuivre notre travail. Alors on va parler évidemment de bilan et de programme. Une dernière petite chose, ce qui s'est passé aux élections européennes et aux élections législatives, donc où les écolos, les socialistes ont perdu quand même un peu de terrain. Est-ce que ça risque de se reproduire au niveau communal ou c'est tout à fait différent? Ben, je pense que au niveau communal, on vote plus pour les personnes que aux élections législatives ou européennes. Donc je ne pense pas que ça va avoir une grosse incidence sur le résultat des élections communales. Je pense que les élections communales sont des élections vraiment à part, où on vote pour des personnes qu'on connaît, qu'on apprécie, et qui développent un projet positif pour leur ville. On va parler évidemment du bilan du PSDA au pouvoir pendant 6 ans. Une petite chose, une petite précision, c'est la première fois qu'on t'entend vraiment t'exprimer, parce que à Bouquet c'était notre bourgmestre qui était présent avec Sandrine. Ici au débat c'était Benjamin. C'est un choix de rester un petit peu en dehors des médias pour le moment ou? Alors non. Non et oui. Oui, en fait, dans le sens où nous sommes concertés avec le bourgmestre par rapport à Bouquet, que il fallait un homme, une femme, et donc il s'agissait du bilan, et donc le bilan de la législature, c'est le bourgmestre qui le porte, et donc il était légitime que ce soit lui qui soit présent. Alors le débat de la maison de laïcité, voilà, on a proposé d'abord à Elisabeth Malizou de représenter la liste PSDA. Et puis Elisabeth, quelques jours du débat, nous a informé qu'elle ne pouvait être présente pour des raisons privées. Et donc c'est Benjamin qui a été désigné. Moi j'ai été retenu à l'inauguration des nouveaux vestiaires et de la box-up de l'Andenne Arena. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que le slogan de la campagne, une passion commune, c'est bien trouvé. Mais une passion commune parce que nous avons tous la volonté de faire évoluer notre ville positivement, et donc c'est notre passion. On y consacre un temps fou. On sacrifie beaucoup de choses pour notre ville, pour nos habitants, pour nos citoyens et nos citoyennes. Et donc on le fait par conviction, par passion, et donc nous avons tous au sein du groupe la même passion et la même envie, donc c'était un slogan qui coulait de source. 6 ans déjà qui se sont écoulés depuis les dernières élections, le temps passe très très vite. Est-ce qu'on a eu le temps de réaliser tous ces objectifs? Alors il faut quand même rappeler le contexte dans lequel nous avons vécu pendant 6 ans.
on a quand même eu, et certains semblent l'avoir oublié, mais la pandémie, le Covid-19, où toute une série d'activités ont été mises sur pause, où des entreprises, par exemple en travaux publics, n'ont plus pu travailler pendant un certain temps, puisque seuls les commerces essentiels étaient ouverts et accessibles. Donc nous avons eu la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, nous avons eu les inondations. Je me rappelle de ce mois de juillet 2021 où Samson a été sinistré. Donc, mais je pense que ça nous a aussi freiné, ça nous a obligés à définir d'autres priorités. Et puis on s'est rendu compte que pendant les 2 ans de Covid, on savait pas faire grand-chose. Et donc forcément, ça nous a retardé dans certains projets. Et puis je dois dire aussi que dans certains dossiers, les difficultés, ou en fait pas les difficultés, mais les complexités administratives qui est mise en place par la région wallonne ou par l'Europe font en sorte que des choses qu'on imagine pouvoir réaliser rapidement prennent du temps, plus de temps que prévu. Je vais donner un exemple concret. Les installations du football de Sclin et l'espace multisport, c'est en route depuis 2021. Et depuis 2021, le dossier avance pas à pas, mais le dossier, il doit suivre l'évolution, les obligations administratives de la région, et ça prend un temps certain. Et tant qu'on n'a pas de signature ministérielle, on ne peut pas lancer le projet qui est pourtant un projet qui est nécessaire non seulement pour le club de football, qui vit dans des installations qui sont à la limite de la salubrité, mais également pour les Sclainois et les Sclainoises, puisqu'on va quand même développer un espace multisport, on va développer des plaines de jeux à côté de la salle des fêtes, qui va également être rénovée, mais là aussi nous sommes contraints de suivre le cheminement administratif qui nous est imposé. C'est une des fiertés du PSDA, justement, c'est de voir toujours Andenne une ville en plein essor, qui n'arrête pas de progresser. Alors je pense que Claude Erdekens a fait en sorte que, au travers des diverses équipes du collège qui sont présentes depuis 1976, il a toujours fait en sorte de mettre un point d'honneur à ce qu'Andenne se développe positivement. Et quand des personnes qui ont quitté Andenne il y a 30 ans reviennent chez nous, ils sont abasourdis en se disant mais qu'est-ce que ça a changé? Mais oui, et il n'y a pas seulement que le centre-ville d'Andenne, nous avons travaillé aussi beaucoup pour nos villages, c'est important. Il y a certes des dossiers qui n'ont pas abouti, je pense au dossier de l'aménagement d'une nouvelle école, d'une salle des fêtes et d'un espace de jeu pour les enfants à Coutis, mais là nous étions entrés dans un programme communal de développement rural, mais qui, au bout du compte, n'a pu sortir ses effets, parce que ce qui était demandé allait à l'opposé de ce que nous pouvions proposer. Et donc on a dû temporiser, mais on était bloqué par toutes ces démarches administratives. Mais l'objectif est de travailler pour tous les villages, de développer des choses dans chaque village. À Namèche, on a refait complètement le complexe scolaire. On est actuellement en train de réaliser sur fonds propres un espace multisport, une plaine de jeux, un street workout, des terrains de pétanque, pour permettre à la population naméchoise et aussi aux nouveaux habitants du quartier, puisqu'on a redynamisé le quartier, de venir et de pouvoir, vivre dans un endroit correct où la construction et les aménagements au niveau de l'habitat sont complétés toujours par des services qu'on apporte à la population. Et donc après l'espace multisport, nous aurons droit à un parking qui sera réalisé dans les règles de l'art et qui permettra aussi un accueil plus intéressant pour les parents. Alors, une ville en plein essor, on pense déjà à l'avenir, mais il y a un sujet sur lequel
on coince un peu, c'est le fameux site Danton. Hein. Est-ce que t'as pas un peu l'impression qu'on instrumentalise un petit peu ce projet pour alors, au niveau politique en tout cas? Si, enfin, je dirais que c'est de bonne guerre, mais je pense qu'il faut quand même rappeler certaines choses. Nous avons décidé du principe d'un schéma de développement communal. Le 1er août 2024 est entré en vigueur le schéma de développement territorial. Le schéma de développement territorial a reconnu Andenne comme pôle d'ancrage wallon. Ça veut dire que ils ont défini à un moment donné des centralités, des endroits urbanisables. Et 60% des 50 hectares d'Anton, donc 30 hectares, sont d'ores et déjà considérés comme en centralité. Ça veut dire que là, on pourrait dès aujourd'hui dire, on aménage cette partie d'Anton, sans devoir passer par un schéma d'orientation locale, en l'occurrence ce qu'on appelle le sol. Alors, donc, c'est inévitable, c'est écrit dans les astres. Quand on a réalisé le complexe sportif d'Andenne et la campagne d'Andenne, c'était déjà une extension de ville. Et ici, nous sommes en centralité. Donc, ce sont les zones prioritaires et presque exclusives en termes d'aménagement du territoire et en termes d'urbanisation. Et dire que l'on veut faire, comme Écolo ADN le dit, dire que l'on veut faire un schéma de développement communal qui serait plus restrictif que le schéma de développement territorial, c'est impossible. Il y a la hiérarchie de la norme. La hiérarchie de la norme dit quoi? La norme, il y a le plan de secteur et le schéma de développement territorial, et en dessous, il y a le schéma de développement communal. Ce qui veut dire, en clair, vous avez un terrain qui est situé au cœur du village de Bonneville. Ce terrain est à bâtir. Si, pour une raison ou une autre, la ville d'Andenne disait aux propriétaires qu'il ne peut pas bâtir à l'endroit, et que définitivement on ne bâtira pas, si on le définissait dans le schéma de développement communal quelque chose qui allait à l'encontre du schéma de développement territorial, on s'exposerait à une indemnisation du propriétaire qui aurait été privé de bâtir sur un terrain qui est destiné à la bâtisse. Donc, je pense qu'il faut toujours dire la vérité. Alors, la zone d'Anton ne sera peut-être pas, en définitive, ce qui est proposé actuellement. Il y a encore, parce qu'il y aura encore enquête publique, il y aura encore, ça doit encore repasser, il y a des études complémentaires qui sont en route, mais dire qu'on ne construira pas et qu'on va laisser en friche la zone d'Anton comme elle l'est maintenant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Et la région wallonne a décidé également ce qu'on dit depuis, ce que l'Ordre de Keynes et le collège disent depuis des années, c'est qu'on doit lutter contre l'étalement urbain. Moi, je me rends encore parfois dans des endroits, je suis allé à Seine-Passé, dans des endroits qui sont absolument pas propices qui n'étaient absolument pas propices à la bâtisse, mais qu'on a, à un moment donné, dans les années 50, 60, urbanisé parce que les personnes souhaitaient. Moi, près de chez moi, j'ai la rue du Panorama. La rue du Panorama, quand j'avais 6-7 ans, c'était un chemin. Et puis, il y a des maisons qui étaient là, et le collège communal a forcément, je dirais, réalisé une voirie pour permettre aux personnes d'avoir un accès aisé à leur habitation. Mais ça a un coût, et ce n'est pas tenable. Donc l'étalement urbain, on doit y mettre fin, on doit se concentrer sur les zones de centralité, dans chaque village, au niveau de la ville, et ces zones de centralité sont des zones constructibles, et Anton fait partie de cette zone constructible et de cette zone de centralité. Après la crise du Covid, qu'on a bien géré quand même au niveau de la ville de l'Andenne, je crois quand même qu'au niveau sportif, au niveau culturel, on a repris son souffle assez rapidement. Alors, au niveau sportif, la particularité, c'est que pendant la crise du Covid, le personnel de la régie communale a donné un coup de frais aux installations de l'Andenne Arena. Tout a été repeint,
remis en état, parce que le bâtiment avait déjà une dizaine d'années à peu près, et donc on sait qu'on doit effectivement l'entretenir si on ne veut pas qu'il se détériore. Et donc oui, au niveau sportif, on a fait quand même de nombreux investissements. Alors on n'a pas fait que des investissements sportifs, on a aussi, et c'est très important, fait des investissements en termes d'économie d'énergie. Donc on a remplacé presque, et on termine actuellement de réaliser un nouvel éclairage LED dans l'ensemble des salles de l'Orden Arena. On a aussi installé des panneaux photovoltaïques qui permettent de réduire de 30% les consommations énergétiques. Au niveau de l'éclairage, l'éclairage pour les 3 salles, c'est 65 000 €. Le retour sur investissement est estimé à 2,3 ans. Donc, c'est quand même significatif. Nous sommes entrés dans le dossier de ce qu'on appelle le PNRR, le Programme National de Résilience et de Rénovation, pour les complexes sportifs de Vezins et de Seille. Donc on va avoir deux complexes sportifs qui vont pouvoir vivre presque en totale autonomie, mais qui ne seront pas seulement rénovés au niveau énergétique, mais qui seront pratiquement de nouveaux complexes. Lors des visites effectuées par diverses personnes et par des membres du personnel, par exemple, puisque c'est toujours en chantier, même s'il se termine, c'est que on a l'impression d'arriver dans un nouvel outil. Il en sera de même pour Seille prochainement. À Vezins, je veux juste garder une touche de l'ancien complexe en laissant une partie des murs anciens sans peinture, pour qu'il y ait une trace du passé, un peu comme on a fait à l'Arena avec les gradins en béton. Donc on a énormément travaillé, nous essayons toujours de privilégier évidemment les investissements aussi en périphérie, dans les villages, c'est important. C'est un plan qu'on a mis en place depuis 97, sur lequel on a travaillé. Donc on a fait les complexes sportifs, on a fait les espaces multisports, et c'était Chantal Gemini à l'époque. On a fait l'espace multisport de Seille, puis on a fait l'espace multisport à Peudot, puis on a refait un espace multisport, et on a complété. Donc il reste actuellement Sclin qui est en cours, Coutis, et Mézeray peut-être, mais tous les autres villages sont parés en équipement sportif. Quand on voit la place Félix Manille, qui a quand même été retenue comme plus belle reconversion d'un espace public en Wallonie, c'est quand même une fierté. Je pense que les habitants de Petit Loiret en profitent au quotidien. Donc on a aussi permis, et c'est une force, à tout le monde d'accéder à nos infrastructures. Il n'est pas question, c'est la ville qui prend en charge l'accès à la piste athlétique, c'est la ville qui prend en charge l'accès au skatepark, c'est la ville qui prend en charge l'accès aux espaces multisports. Donc pour qu'il n'en coûte rien aux Andonnais, je pense que ça c'est une force d'avoir une infrastructure ouverte. Et donc au-delà, au niveau du sport, voilà un peu ce qu'on peut tirer comme conclusion en termes d'aménagement, de politique sportive. Je tiens à souligner aussi la bonne gestion de la régie communale autonome, puisque depuis 2 ans, malgré les travaux réalisés, on n'a plus fait d'emprunt. C'est la 2e année qu'on n'emprunte plus d'argent. On bénéficie évidemment d'une prise en charge de l'infrastructure et des coûts de l'infrastructure par la ville via ce qu'on appelle le tiers payant, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est extrêmement compliqué. Et au niveau culturel, je pense que le travail qui a été réalisé par Benjamin et ses équipes est aussi un travail de qualité. Le phare s'est extrêmement bien développé. Il accueille de nombreux visiteurs. Je pense que on a atteint au niveau du phare un succès qu'on n'imaginait pas, et les personnes s'y sentent à l'aise. Donc il y a aussi, parce que j'ai entendu qu'on en parlait là, une salle pour les jeunes aller lire, étudier, et donc c'est extrêmement positif. Ça a un effet sur le commerce local, puisque quand on a des néerlandophones qui viennent visiter le phare, généralement ils ne se contentent pas de visiter le phare, ils consomment également en ville, et ça c'est hyper important. Au niveau du centre culturel, je pense que quand on voit l'assistance
au spectacle, on peut se dire que c'est un pari réussi. Certes, on ne s'est pas tourné vers quelque chose au niveau culturel de très pointu, mais on fait plutôt, ils font plutôt des choses axées vers le public, et le public y répond favorablement, donc c'est extrêmement positif. Mais il y a aussi un travail en décentralisation, en partenariat avec la commune d'Ohaye, et donc voilà, moi je pense que ce soit au niveau sportif, culturel et au niveau touristique, parce que on a quand même développé des balades. Elisabeth Malizou a développé aussi un concept avec une référence à la ville d'Andenne sur des souvenirs, etc. Et donc il y a une image touristique, une image de la ville d'Andenne qui est donnée au travers du tourisme, et ça c'est extrêmement positif. Et aussi, ce qui est positif, c'est les collaborations qui existent tant avec la régie communale autonome qu'avec le centre culturel, pour les aînés qui sont dans le giron des compétences de Sandrine Cruspin, et donc on développe des partenariats pour les aînés. Donc une fois, c'est le spectacle en wallon destiné aux aînés, c'est des spectacles destinés aux 50-60 ans, ce sont des spectacles aussi ouvert, des pièces de théâtre en wallon. On a au niveau du sport on pratique la gym douce à l'Andenne Arena. On a un thé dansant trimestriellement à l'Andenne Arena. Donc on essaye vraiment de travailler main dans la main tous ensemble au niveau du collège. Et Françoise Léonard fait partie de cet ensemble. Il faut le rappeler. Elle est intégrée, et bien intégrée dans l'équipe, et on partage avec elle. Je pense qu'on n'a pas eu la moindre anicroche sur 12 ans, et donc on travaille main dans la main, tous ensemble, pour permettre, je dirais, aux Andonnais de se sentir dans une ville où il fait bon vivre. L'environnement aussi, un sujet sur lequel on attache beaucoup d'importance à Andenne. Alors oui, et ça je tiens vraiment à féliciter l'équipe d'une part des espaces verts, qui font un travail formidable. Il faut savoir quand même que c'est Fabien Évrard qui conçoit les ronds-points, c'est lui qui établit les plans, c'est lui qui vient avec des propositions d'installation d'arbres, etc. C'est lui qui fait toute une série de propositions en disant, en fonction des moyens humains dont je dispose, parce que, vous savez, on est 13 au service espace vert, un peu plus 14 quand on est avec les saisonniers, donc ça aussi entre 12 et 14 personnes pour travailler, ce sont eux qui font tout. Et donc je pense qu'on peut être satisfait de la qualité de nos ronds-points, de la qualité des espaces verts. Ils développent en plus dans ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Il est en train de développer des projets pour justement tenter de diminuer la température et permettre aux personnes de se retrouver dans des endroits arborés. Et donc il fait un travail formidable à ce niveau-là. On a aussi quand même au niveau du service environnement des personnes de qualité. Ingrid Thiorétique du service environnement contribue beaucoup à cela. On est quand même Villefleury. On a la meilleure cote en Wallonie, et c'est pas la première fois. Donc ça démontre en tous les cas la qualité du travail qui est accompli. Et au-delà de la beauté des ronds-points ou des aménagements, il faut aussi dire qu'il y a on est dans une ville qui est propre, même s'il y a encore des dépôts clandestins, mais ça on n'y échappera pas, je pense. Il y aura toujours des endroits un peu délicats. Mais quand on voit par exemple il y a 15 jours que l'on organise les fêtes de Wallonie Andenne, et que le samedi matin, quand on sort d'une nuit de guindaille et qu'on arrive à 10h30 du matin pour aller à l'hôtel de ville, nous, parce qu'on a une réunion ou quoi que ce soit, où les habitants viennent parfois prendre l'apéritif aux fêtes de Wallonie, en fait, tout est nickel, parce que notre personnel ouvrier, dont nous soulignons l'investissement, notre personnel ouvrier a fait en sorte que la ville soit impeccable, comme s'il n'y avait pas eu de fête de Wallonie. Je pense pas que ce soit comme ça dans les autres villes. J'ai eu l'occasion
Enfin, personnellement, je travaille à Namur, à Namur, boulevard du Nord, et il y a des endroits, quand il y a des fêtes de Wallonie, je pense pas qu'on nettoie chaque jour comme on le fait ici sur Andenne. Donc je pense qu'il y a un investissement important au niveau de notre personnel, on doit les en remercier, et c'est pour ça aussi qu'on doit se battre pour préserver leur emploi, dans des circonstances parfois difficiles pour eux, mais nous, financièrement, et on ne sait pas ce que nous réserve le prochain gouvernement wallon, parce que pour l'instant tout est rose et tout est beau, mais nous sommes avant le 13 octobre. Nous verrons le lendemain du 13 octobre comment cela se passera, mais on peut dire aussi que il va falloir absolument tenter de préserver l'emploi, parce que sans notre personnel communal, on n'en arrive pas à des résultats comme nous avons maintenant. Mais pour cela, il faut que nous ayons les moyens financiers de le faire. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Nous allons vivre des années difficiles. Je regardais les chiffres de la cotisation de responsabilisation, par exemple, qui est passée de 95 000 euros en 2012 et la perspective en 2025, c'est 750 000 euros à peu près. Donc on se retrouve avec une augmentation. Donc on est passé de 350 en 2023 à 510 en 2024 à 750 en 2025. Ça veut dire que on va besoin d'avoir on aura bien besoin de toutes nos plumes pour voler. En discutant avec le bourgmestre hier, on nous annonce qu'au précompte immobilier, on aura une moindre recette de 800 000 euros parce qu'il y a une moins bonne perception des taxes au niveau régional. Ici, on ne met pas en cause les fonctionnaires régionaux, mais voilà, c'est comme ça. Toutes les interactions entre le SPF et les SPOE, c'est parfois compliqué. Mais donc, on a 800 000 euros en moins. Donc, et on a toute une série de charges comme ça qui s'accumulent et qui risquent de nous contrarier. Et en tous les cas, il est pas possible demain d'envisager une baisse de la fiscalité locale, puisque d'une part nous sommes entrés dans le plan oxygène qui prendra fin en 2045, qui nous interdit de diminuer la fiscalité. Nous avons tenté, mais on nous a interdit de diminuer la fiscalité. Donc quand Écolo ADN annonce une diminution du précompte immobilier et de l'IPP dans le futur, en conditionnant cela à un remboursement du plan oxygène, je pense qu'ils disent une contre-vérité. Ils ne disent pas la vérité aux personnes, parce que c'est totalement impossible. Et en fonction des augmentations que nous allons sûrement avoir au niveau des interventions du CPS, parce que il faut quand même savoir que le plan, une étude de la FGTB qui est sortie la semaine passée, démontre que l'exclusion des chômeurs au bout de 2 ans, en fait, arrivera à l'impact, ce sera une augmentation de 40% du nombre de RIS, de revenus d'intégration. Donc ça veut dire que c'est le CPS d'Andenne qui va devoir prendre en charge les personnes qui ont été exclues du chômage. Donc en fait, que fait l'État fédéral? Il se débarrasse sur le dos des communes d'une charge, et c'est nous qui allons devoir l'assumer. Alors dire que on va payer plus de cotisations de responsabilisation, qu'on va avoir une diminution des recettes IPP, qu'on va avoir une augmentation des revenus d'intégration et des paiements des revenus d'intégration, et dire on rembourse 7 millions d'euros du plan oxygène et on diminue la fiscalité, ça c'est une inéquation, c'est mentir aux gens, c'est le contraire de la vérité, et nous ne nous embarquons pas là-dedans. Nous sommes des personnes responsables qui voulons mener notre barque et notre ville, la gérer en bon père de famille, de telle sorte que l'on puisse préserver les services à la population et l'emploi de notre personnel. Vincent, tu parlais tout à l'heure de l'alliance fructueuse avec le MR durant cette législature, avec Françoise. Françoise, dans ses studios, disait que pour les 6 ans qui vont arriver, c'était pas reconduit d'office, qu'elle attendait les résultats le 13 octobre. Ça t'étonne un peu ? Non, je pense que
Ben, nous attendons tous les résultats du 13 octobre. Laissons d'abord le citoyen s'exprimer, et puis nous aviserons. Enfin bon, Abouquet l'a rectifié un peu le tir, parce que je crois qu'elle était quand même en synergie avec PSD. Ouais, mais je pense que l'entente avec Françoise Léonard a toujours été impeccable. Comme je l'ai dit tantôt, je vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit en 12 ans on n'a pas eu ni croche. Donc je dirais que a priori, il y a pas de raison de commencer à imaginer des bouleversements. Sauf si, voilà, l'électeur décide autrement, mais ça... Et si le président de parti insiste aussi... Ouais. Je suppose quand même que... Parce que bon, les alliances ont quand même été modifiées, hein. C'est maillage d'amour entre les engagés et le MR un peu partout. Oui, c'est un mariage d'amour entre le MR et les engagés un peu partout. Je suis pas persuadé qu'il va durer très longtemps, d'abord. Et ensuite, on est dans un contexte autre, on est dans une élection locale, une élection communale, et il y a aussi les relations entre personnes qui jouent, la manière dont on peut appréhender les choses. Donc je pense que la ville d'Andenne et le bourgmestre en est l'initiateur, et nous sommes, je pense, au niveau des personnes qui sont présentes au collège actuellement dans le même moule. L'objectif, c'est développer l'emploi. C'est que chacun ait un toit, donc l'extension de 50 hectares de Mécalis, elle est portée tant par le MR que par le PS. Bizarrement, elle n'a pas été retenue par le gouvernement wallon, le dernier gouvernement wallon, qui était en fait le blocage venant des colos. Donc et ici Claude Erdekens a eu un contact avec le ministre de Ken engagé, et c'est plutôt vu positivement de la part du ministre, alors que ce soit Écolo, ADN et les engagés dans ce schéma n'ont pas d'envie de voir l'emploi se développer sur Mécalis. Mécalis actuellement est complet. Alors certes, quand on passe toutes les entreprises ne sont pas sorties de terre, mais il y a des procédures administratives aussi pour arriver à construire. Donc il y a des permis, et donc ces permis, ils sont demandés. Donc, mais tous les terrains ont été acquis par les entreprises. Il y a un potentiel, il y a des demandes complémentaires. On espère sincèrement qu'on pourra avoir ces 50 hectares complémentaires, avec pour objectif de créer 1000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Justement, tu as avancé un petit peu sur la question que j'allais poser. On a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, on a parlé de tout ce que vous avez fait pendant ces dernières années. Quelles sont les grandes lignes du programme à venir? Mais les grandes lignes du programme à venir, c'est d'abord pouvoir gérer la ville en bon père de famille. Et puis le développement économique est un élément important. Le développement des services et le développement des services dans les villages et des équipements dans les villages est aussi quelque chose d'important. Parce que il faut qu'on permette aux personnes habitant la ruralité de vivre dans de bonnes conditions, de disposer de services qui leur permettent de vivre en Andenne en étant bien. La seule chose, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Alors j'entendais qu'il fallait des lignes tech supplémentaires. Je rappelle quand même que les lignes tech supplémentaires, c'était de la compétence d'un ministre écolo. On parlait de mobilité. Ah, la mobilité, c'est très bien. Mais la mobilité passe aussi par le contournement d'Andenne, le contournement ouest, qu'a décidé le précédent gouvernement wallon en 2019, sous l'impulsion du ministre Henry, qui était le ministre des Travaux publics, qu'il n'y aurait plus de nouvelles routes construites en région wallonne sous l'égide du SPW. Donc il a tué le contournement. Alors certes, le contournement par où il était prévu qu'il passe n'était pas la bonne formule, il y a d'autres formules, mais ici, ça a été un blocage total. On nous dit, la SNCB, la gare d'Andenne, on n'a rien fait à la gare d'Andenne. Mais je rappelle quand même que c'était le ministre Gilles Quinet, écolo, qui était le ministre de tutelle de la SNCB. Alors, on nous dit, oui, donc la mobilité, le tech, et apporter
des services complémentaires. Par exemple, on parle de l'économie circulaire, de l'économie locale, de développer, de permettre aux... Mais on a aidé les maraîchers, on a aidé à la mode de chez nous à se développer. Pour rappel, on a un budget participatif qui s'appelle Proximity, c'est la 3e édition qui va être lancée, où on permet aux citoyens dans les secteurs de présenter des projets innovants, durables. Donc on travaille à cela. Nous avons le groupe d'action locale Meuse de campagne maintenant qui s'est étendu, donc qui s'est composé des communes de Fernelmont, de Wassège et d'Andenne, qui s'est étendu maintenant à Aiguezé et à Anu. On a développé toute une série de fiches projets pour l'agriculture durable, pour travailler sur une coopérative de maraîchers, etc., pour essayer d'avancer vers une production locale. Donc tout ça, on le fait, ça fait partie de notre projet. Et donc, je pense qu'on doit se dire, on doit voir Andenne dans sa globalité. On doit continuer à développer tout ce qui est culturel, sportif, service, aide à la jeunesse, aide à la petite enfance, parce que j'entendais qu'il fallait des crèches supplémentaires. Mais je veux bien mais la ministre précédente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ministre Linard, a conduit par son changement de statut des accueillantes à la fermeture, et on a rencontré quelqu'un, enfin Elisabeth Malizo a rencontré quelqu'un qui était effondré parce qu'en fonction de la nouvelle législation en vigueur, les accueillantes privées sont privées de revenus et donc doivent fermer leurs portes. Et on demande aux services publics d'assumer. Alors on assume. Je rappelle quand même que Claude Herkens et moi, quand on a été informés que sous la pression et avec l'aval des engagés locaux, et en l'occurrence d'Étienne Sermon, je ne sais pas si tous les autres étaient au courant du dessous des cartes, mais en fait on a appris le déménagement de la crèche des Oursons à Namur. On nous éperte 42 places pour aller dans le vaste projet qui sera organisé sur Namur par Axol. Et donc, en fait, les 42 places qui étaient destinées, à Cobège, étaient destinées à aller à Jambes. Et c'est nous qui avons sauvé ces 42 places. Et on a fait des demandes complémentaires. Et on a encore décidé de s'inscrire dans un projet qui doit être rentré pour la fin du mois d'octobre. Un projet où on demande des places complémentaires. Donc, on sait bien. Imaginez la catastrophe qu'il y aurait eu si les 42 places de crèche des Oursons étaient parties du côté de Jambes. On empêchait... Si on considère qu'un enfant reste 2 ans dans une crèche, on aurait privé, sur 6 ans, on aurait privé, 3 fois 42, 126 familles d'un accueil digne de ce nom à proximité d'Andenne. Alors, on perdait aussi les emplois, mais je dirais que les emplois, ils pouvaient encore se délocaliser. Mais on ne peut pas délocaliser les enfants et dire aux parents d'Andenne qu'ils doivent aller conduire leur enfant à Jambes. Et ça, c'est une action qui était menée. Et si Claude Herkens et moi ne sommes pas là, et qu'on n'est pas alerté, et qu'on ne prend pas directement, tout de suite, le contact avec Madame Dardenne et avec le conseil d'administration, et là je remercie les membres du conseil d'administration et aussi Olivier Gons pour son action positive, on aurait perdu ces places de crèche. Donc voilà. Et dans le futur, on doit essayer, et on essaye d'avoir encore des places supplémentaires. Mais on est toujours tributaire, évidemment, d'une décision qui va tomber et qui viendra du gouvernement. En sachant que maintenant, l'appel à projet qui avait été lancé, qui devait nous permettre de rentrer des dossiers, des demandes pour fin octobre, on ne sait pas exactement comment ça va aller, ce qui va être pris comme décision par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que on part dans l'inconnu. Dans les écoles,
on souhaite une chose, c'est rénover nos écoles. C'est important que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. En fait, on est rentré dans les appels à projets. Et qu'est-ce qu'on a eu comme retour? Zéro. Alors la réaction qu'on a, on s'indigne en disant mais c'est pas possible qu'on n'ait pas de subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la réponse qui nous est fournie, c'est de dire mais oui, mais vos écoles sont trop bien entretenues. Donc en fait, plus le bâtiment est dégradé, plus vous pouvez bénéficier de subventions. Et donc, le fait d'intervenir régulièrement sur nos bâtiments, de faire des aménagements, de rénover des choses, fait en sorte qu'on est pénalisé et on a moins de points et on ne peut pas obtenir une subvention. C'était le cas en 2014 dans le cadre du plan, en 2015 dans le cadre du plan piscine, par exemple, ou dans le cadre du plan piscine, comme on avait une piscine qui était en bon état, on ne répondait pas à un certain nombre de critères d'amélioration énergétique du bâtiment, puisqu'on avait déjà fait ces améliorations énergétiques, et donc, résultat des courses, taux de subside pour Andenne, 0%. Alors il y a un challenge quand même pour le PSDA, c'est de trouver un remplaçant à l'échevin de la bonne humeur. C'est un échevinat pas facile à gérer, ça. Mais l'échevin de la bonne humeur, parfois c'est très difficile. Avec le retrait de Guy Havelange, évidemment. Ouais. Mais c'est très difficile à gérer parce que Guy, que j'adore, et je le salue d'ailleurs parce que je suis persuadé qu'il nous écoute, est quelqu'un de bon et qui est plein de bon sens. Et donc, lui, son objectif, c'était vraiment, c'est vraiment d'aider tout un chacun du mieux qu'il peut. Il accueille tout le temps les personnes gentiment. C'est quelqu'un vraiment de très constructif. Et je pense qu'il va nous manquer. On avait tenté de le persuader de continuer encore sous cette législature, mais voilà, Guy a décidé que, à l'âge qui était le sien, 68 ou 69 ans, il voulait profiter avec son épouse Myriane de la vie, de faire des voyages, etc., etc. Et ben voilà, nous accueillons Hélène Havelange, sa fille maintenant sur notre liste, et c'est quelqu'un qui est éminemment positive, très sociable, très avenante, et donc voilà. Mais je ne sais pas qui sera les joints de bonne humeur la prochaine fois.